bonjour et bienvenue dans ce dernier chapitre de l'année, espace pré-hilbertien réel. Alors, c'est un terme un petit peu pompeux pour dire qu'en fait, on va travailler dans des espaces vectoriels dans lesquels il y a une notion de produit scalaire qui va ressembler au produit scalaire que vous avez vu en mathématiques au lycée et que vous utilisez en physique en SI, sauf qu'évidemment, vous pouvez vous en douter, on va généraliser ça à des choses un petit peu plus abstraites. Alors, donc, on va commencer du coup avec la définition d'un produit scalaire. Donc, vous, ce que vous savez d'un produit scalaire, c'est que si vous prenez deux vecteurs, appelons-le U et V, eh bien, dans le plan, ou en dimension 3, eh bien, vous pouvez calculer un produit scalaire, je ne sais pas comment vous le notez, et puis ça vous donne un nombre. Et puis, normalement, si vous faites de la physique ou de la SI, souvent ce que vous utilisez, c'est que c'est la norme du premier vecteur, fois la norme du deuxième vecteur, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Ça veut dire que si vous avez un vecteur U, un vecteur V et un angle θ, eh bien vous avez votre produit scalaire qui est donné par cette formule si vous savez calculer la norme de votre premier vecteur, la norme de votre deuxième vecteur et l'angle qui est entre les deux. Donc, en fait, on va garder, pour l'instant, la seule idée que l'on va garder, c'est que du coup, ce que vous obtenez ici, c'est un nombre. Et en fait, le reste, on va un petit peu provisoirement oublier ce que c'est le produit des normes et une fois le cosinus de l'angle. Parce que moi, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que c'est que la norme d'un vecteur, et je ne sais pas encore ce que c'est que l'angle entre les deux vecteurs. En fait, on va définir le produit scalaire d'abord, et après, on pourra parler de norme d'un vecteur, de norme de l'autre vecteur, et du cosinus de leur angle, et donc, qu'est-ce que c'est qu'un angle. Donc, pour l'instant, on va dire qu'un produit scalaire, c'est une application. Donc, ça prend en entrée un vecteur, un deuxième vecteur. Donc si je me fixe E, un espace vectoriel, un R espace vectoriel quelconque, alors pourquoi R? Parce qu'ici on va travailler avec des espaces vectoriels réels, c'est légèrement plus facile, et ça correspond au programme. Donc ici on prend un vecteur dans grand E, un autre vecteur dans grand E, et le résultat est un réel, c'est puisqu'on fait un produit scalaire, le produit scalaire est un réel. Et donc en fait, si on veut définir ce que c'est qu'un produit scalaire, et bien du coup c'est une machine qui part de E croix E et qui arrive dans R. Donc E croix E, je vous rappelle, c'est pour vous dire qu'on part d'un couple de vecteurs. Donc phi, c'est une application qui a un couple de vecteurs, UV. Alors je vous rappelle que quand je fais des maths abstraites, pas sur un dessin, je note les flèches sans flèches. Et donc ça m'associe le produit scalaire, donc c'est phi de UV, c'est un réel. Et alors ce réel, au lieu de l'appeler phi de UV, donc c'est pour la définition abstraite, et bien en général je l'appelle comme ça avec les crochets, pour ressembler à votre produit scalaire. Ou alors, je peux le noter aussi avec des parenthèses U, V. Donc ça, c'est des notations différentes pour utiliser le produit scalaire, qui seront précisées dans un énoncé si on en a besoin. Et donc c'est une application comme ça, donc ça part d'un couple de vecteurs de E, donc E, l'espace vectoriel sur lequel on a des idées de regarder, et ça associe un réel. Et pour que ça fasse un vrai produit scalaire, pour que les propriétés, qu'on ait les bonnes propriétés dont en fait vous avez l'habitude, on va demander quatre choses. Que ce soit phi soit binaire, symétrique, positif et défini. Alors qu'est-ce que ça veut dire binaire? Ça veut dire que si je me fixe une variable, donc x, et bien l'application qui a y donne phi de xy est linéaire. Et puis pareil, si je me fixe l'autre variable y, l'application qui a x donne phi de xy est linéaire. Ça, c'est une propriété que vous utilisez aussi quand vous faites les produits scalaires usuels. Quand vous avez u plus lambda v et que vous en faites le produit scalaire avec W, eh bien, vous dites, même sans y penser, que c'est U scalaire W plus lambda V scalaire le vecteur W. Donc ça, c'est ce que vous faites probablement en physique ou en SI. Si vous avez déjà calculé ces deux produits scalaires, le produit scalaire entre U et W et entre V et W, ça ne sert à rien de refaire un gros calcul pour calculer le produit scalaire entre U, lambda, V et W. Vous appliquez la linéarité du produit scalaire. Donc là, on a appliqué la linéarité par rapport à la première variable. Donc ça revient à dire que l'application qui a, quand x varie, x donne phi de xy est linéaire. Puis évidemment, ce qui peut se passer pour la première variable, ça peut marcher aussi pour la deuxième variable. Donc une autre propriété que vous utilisez déjà probablement pour le produit scalaire, c'est quand vous devez calculer le produit scalaire entre w et u plus lambda v, eh bien, vous pouvez dire que c'est w scalaire u plus lambda w scalaire v. Donc ça, c'est des propriétés, je pense, que vous utilisez en physique et en SI, sans même probablement appeler ça la linéarité ou la binarité, parce que vous voyez, il y a une linéarité par rapport à la première variable et une linéarité par rapport à la deuxième variable. On avait déjà vu ce genre d'histoire avec les déterminants. Le déterminant, c'est quelque chose qui est linéaire en chacune des colonnes de la variable. Ici, il y a on pourrait dire qu'il y a deux variables,
une à gauche et une à droite, et donc c'est linéaire par rapport à la première variable et linéaire par rapport à la deuxième variable. Il n'y a que deux variables, contrairement au déterminant où il y a n colonnes, et donc on pouvait dire la linéarité par rapport à la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne jusqu'à la nème colonne. Ici il y a deux variables, donc soit la linéarité par rapport à la première variable ou la linéarité par rapport à la deuxième variable. Et donc c'est ces propriétés-là que vous avez utilisées en physique ou en SI. Donc ça c'est la première propriété qu'on veut, c'est la binarité. Une deuxième propriété qu'on veut, c'est la symétrie. C'est-à-dire que si vous calculez le produit scalaire entre x et y, eh bien ça va donner la même chose que le produit scalaire entre y et x. Pour l'instant, le produit scalaire, je l'appelle avec cette fonction phi. Et donc ça, pareil, c'est quelque chose que vous devez déjà utiliser en SI ou en physique. Si vous avez calculé le produit scalaire entre u et v à une question et que l'énoncé vous demande le produit scalaire entre v et u, vous ne repartez pas sur le même calcul, vous savez que c'est le même produit scalaire quand vous changez le sens. Donc là, c'est pareil, on demande à ce que ça soit vrai. Positif, ça veut dire aussi que pour tout x dans E, phi de xx est positif. C'est-à-dire qu'en fait, un vecteur scalaire lui-même, le résultat doit être positif. Attention, ça ne veut pas dire que quand je prends un vecteur scalaire à un autre vecteur, c'est forcément possible, mais quand je prends le même vecteur, ça doit être positif. C'est ça qu'on demande, et évidemment, on demande que ce soit vrai pour tous les vecteurs. Mais attention, ici, quand c'est u et v, ou v et u, de toute façon, c'est la même chose, c'est égal, ça peut être positif, comme ça peut être négatif. De manière générale, ce que vous avez dû voir, ce que vous devez utiliser, je pense, en physique, c'est que quand l'angle il est aigu, eh bien ça vous donne un produit scalaire qui est positif, et quand l'angle il est obtus, ça vous donne un angle négatif. Donc typiquement, je pense que ça, c'est quand vous faites le travail d'une force, vous avez quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'en fait votre force elle travaille dans le sens du mouvement, ça vous donne un produit scalaire qui est positif, et quand vous avez une force qui en gros freine votre mobile, eh bien normalement ça vous donne un travail qui est négatif, c'est-à-dire en gros ça vous empêche d'avancer. Donc le produit scalaire peut être positif ou négatif. Par contre, on demande qu'il soit positif quand c'est la même variable. Mais attention, un produit scalaire peut tout à fait prendre des valeurs positives ou négatives. Mais quand c'est la même vecteur à gauche et à droite, ça doit être positif. Donc c'est ce qu'on appelle la positivité de phi. Et enfin, défini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un vecteur scalaire lui-même qui est égal à 0, ça doit être le vecteur nul. Et ça, pareil, c'est quelque chose que vous devez utiliser, que vous pouvez peut-être voir en physique ou en SI. Si x scalaire lui-même vaut 0, c'est-à-dire le seul vecteur dans le produit scalaire avec lui-même vaut 0, c'est le vecteur nul. Alors je vous rappelle que ici, moi quand je suis en maths, donc là c'est pour vous rappeler ce que vous voyez en physique et en SI, donc je note avec des flèches pour que ça ressemble à ce que vous utilisez. Ici, moi quand je fais des maths, je suis dans un espace vectoriel, tout est vecteur, donc je note pas de flèches. Et donc ici, et mon produit scalaire pour l'instant je l'appelle phi de xx quand je veux définir parce que je parlais de ma fonction phi. Et donc là vous voyez, il y a 4 propriétés qu'on demande à phi d'un produit scalaire, et quand c'est le cas, on dit que phi est un produit scalaire. Alors vous pouvez vous dire, oui mais pourquoi ces 4 là et pas 4 autres, et pourquoi pas 10 propriétés? Ça c'est un débat qu'ont eu les mathématiciens longtemps avant vous. Ils ont compris que ces propriétés-là que vous utilisez pour le produit scalaire, c'était vraiment l'essentiel, c'est vraiment l'essence de ce qu'on veut pour un produit scalaire, et pas d'autre chose. On aurait pu en racheter d'autres, on aurait pu en enlever, mais en gros c'est ça, c'est là-dessus, c'est un consensus qu'il y a pour dire que quand il y a ces 4 propriétés-là, c'est un produit scalaire. Donc ça c'est pas vraiment quelque chose que vous devez comprendre pourquoi ces 4 propriétés-là et pas d'autres. Par contre ce qu'il faut c'est apprendre ces 4 propriétés-là, et savoir que c'est ça qui permet de définir un produit scalaire. Donc quand ces 4 propriétés-là, phi, ou n'importe quelle application de E croix E dans R, je dis que phi est un produit scalaire. Voilà, dernier petit mot de vocabulaire et après on va passer à des exemples. Du coup, E c'est un espace vectoriel, et quand phi est un produit scalaire, je dis que le couple E-phi c'est un pré-hilbertien réel. Alors, pourquoi pré-hilbertien? Parce qu'en fait la vraie notion derrière c'est la notion de hilbertien, mais qui est une notion qui est hors programme. Donc en fait on parle de pré-hilbertien, c'est légèrement plus faible. C'est je veux dire j'ai un espace vectoriel et j'ai un produit scalaire. Un hilbertien serait ça, plus une autre propriété qui compléterait ça, une propriété en plus, mais cette propriété en plus ne se peut pas programme, donc on parle seulement de pré-hilbertien. On aurait pu s'appeler autre chose que pré-hilbertien réel, on a décidé de l'appeler ça pré-hilbertien réel. Alors pourquoi réel? Parce qu'ici les produits scalaires seront toujours des réels, comme ce que vous faites en physique en SI. On peut faire des produits scalaires qui sont à valeur complexe, mais c'est beaucoup plus compliqué, c'est hors programme, donc j'en parlerai pas. Mais le mot réel est là pour souligner le fait qu'on va dans R, et que si vous parlez d'un produit scalaire qui va dans autre chose que dans R, je ne comprendrai pas de quoi vous parlez. Enfin, un dernier point, c'est si en plus E qui est un espace vectoriel quelconque au départ, si jamais c'est un espace vectoriel de dimension finie, eh bien, j'appelle ça un espace euclidien. Alors, pour donner corps un petit peu à cette définition, on va vous donner des exemples. Alors,
Premier exemple, on va travailler dans Rn. Donc dans Rn, si je veux définir un produit scalaire, Rn, eh bien, je vais me donner deux vecteurs. Donc je vais prendre un vecteur x de Rn, donc c'est un n-uplet de nombres, x1, x2 jusqu'à xn. Je vais définir un deuxième vecteur, parce que pour définir un produit scalaire, il me faut deux vecteurs, y1, y2, yn. Et je vais définir un produit scalaire dans Rn. Alors, il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est celui-là que j'ai regardé. Donc, je vais poser phi de xy, que je peux aussi poser, que je peux noter aussi xy, ce qui est plus simple, parce qu'en général, le mathématicien est flemmard, il n'a pas envie de noter cette lettre phi. Donc, une fois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur qui est phi, il note plus phi, donc du coup, il dit xy. Et parmi tout ce qu'on aurait pu poser, le mathématicien définit cette application phi de la façon suivante. C'est la somme de i égale à 1 à n de xi, y. Autrement dit, je prends la première coordonnée de x et je la multiplie à la première coordonnée de y, je prends la deuxième coordonnée de x et je la multiplie à la deuxième coordonnée de y, etc. Je fais tous ces produits-là et je somme tout le résultat. Alors, ça, c'est quelque chose qu'en fait que vous connaissez. Vous connaissez ça en dimension 2 et en dimension 3. Si le vecteur AB, c'est un vecteur de coordonnées x, y, et si le vecteur, je sais pas moi, CD, c'est le vecteur de coordonnées AB, ou x', y', pour reprendre peut-être des notations que vous utilisez, eh bien le produit scalaire entre ces deux vecteurs, AB et CD, eh bien normalement, vous avez vu en mathématiques au lycée ou en physique et en SI que c'est xx' plus y'. Vous prenez la première coordonnée du vecteur AB, vous la multipliez par la première coordonnée de CD, et vous faites pareil pour la deuxième coordonnée et vous sommez. Donc ça c'est en dimension 2, et évidemment en dimension, vous voyez probablement aussi en dimension 3, donc si je prends maintenant un vecteur AB en dimension 3, donc il y a 3 coordonnées, x, y, z, et le vecteur CD, un vecteur qui a 3 coordonnées, x', y', z', et bien le produit scalaire va être AB scalaire CD comme xx' plus y', plus z'. Donc ça, c'est normalement ce que vous utilisez en physique en SI. Alors après, c'est pas forcément cette formule-là que vous appliquez pour votre produit scalaire. Je pense que vous appliquez plutôt des histoires de cosinus, produit des normes. Et en général, en SI, vous avez un des deux vecteurs qui est unitaire pour vous simplifier les calculs. Mais ça, c'est l'expression, si vous voulez, algébrique du produit scalaire que vous utilisez. Et ici, en fait, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on est au lieu d'être dans R2 ou dans R3, dans un espace de dimension 2 ou de dimension 3, bon, on y va directement en dimension n, mais c'est le même principe. On somme les coordonnées entre elles et on les somme. Alors, et donc, évidemment, ça m'obtient un réel. Autrement dit, j'ai créé une application phi qui va de Rn croix Rn et qui me donne un réel. Alors la question c'est, est-ce que cette application-là, phi, est bien bilinéaire, symétrique, positive, définie? Alors, c'est le produit scalaire usuel sur Rn, donc la réponse est oui, c'est le cas, et puis on va le vérifier tranquillement, puis après on verra les autres exemples. Donc première chose qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est linéaire à gauche et linéaire à droite. Donc par rapport à la première variable, la deuxième variable. Donc pour vérifier que c'est linéaire par rapport à la première variable, eh bien j'ai calculé le produit scalaire entre des vecteurs. Donc je vais m'en donner du coup 3. Il me faut un x. Il me faut un x' et un y. Donc en fait, comme j'ai déjà défini x et y, je vais définir un autre vecteur x' appartenant à Rn. Je me fixe un lambda dans R, et je vais calculer, quand je veux démontrer quelque chose de linéaire, je calcule phi de lambda x plus x'. Et ici, c'est la linéarité que je cherche par rapport à la première variable, donc la deuxième, je ne touche pas, c'est le y. Et moi, ce que j'espère, mais je ne sais pas encore si c'est vrai, c'est est-ce que c'est égal à lambda phi de x, y, plus phi de x', y. Ça, c'est ce que j'espère. Alors, je ne l'écris pas sur ma copie, parce que ça, c'est ce que j'espère, c'est pas encore vrai, mais si phi est un produit scalaire, si tout se passe bien, à la fin, je dois partir de là et arriver à là. Du coup, on va calculer ce que ça vaut, et puis après, on verra bien. Alors, avant de calculer ce que ça vaut, ici, si je veux calculer phi d'un vecteur, phi de deux vecteurs, il faudrait que je connaisse les coordonnées de lambda x plus x'. Donc, je vais d'abord calculer les coordonnées de lambda x plus x'. Mais ça, je sais le faire, parce que le cours sur les espaces vectoriels, il me dit que quand j'ai deux vecteurs de Rn, je sais comment je peux faire la combinaison linéaire de lambda x, de x et de x' avec un lambda. Je multiplie toutes les coordonnées de x par lambda, et j'additionne les coordonnées à x'. Donc ça, je sais d'après mon cours sur l'espace vectoriel que c'est lambda x1 plus
x1', lambda x2 plus x2', virgule, etc. Je ne vais pas tous les écrire. Lambda xn plus xn'. Et d'une manière générale, la ième coordonnée de ce vecteur-là, c'est lambda xi plus xi'. Donc si je veux calculer le produit scalaire, eh bien, j'applique cette formule-là, non pas avec un xi, mais avec un lambda xi plus xi'. Donc ça serait la somme de i égale 1 à n de lambda xi plus xi. Donc ça, c'est la ième coordonnée de mon vecteur qui est là. Il faut que je la multiplie par la ième coordonnée de y. Bon, ça, c'est yi. Et donc, je me retrouve avec cette somme-là. Évidemment, ici, j'ai une somme en facteur qui est fois yi. Donc, évidemment, je peux développer. Donc, ça, c'est la somme de i égale 1 à n de lambda xi yi plus xi', yi. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux séparer la somme en deux. Et le lambda, même, il ne dépend pas de i. Donc, je peux le sortir de la somme. Et donc là, je peux dire que c'est lambda fois la somme de i égale 1 à n de xi, yi plus la somme de i égale 1 à n de xi', yi. Et là, comme par hasard, je reconnais lambda fois le produit scalaire, alors je ne vais pas encore dire que c'est le produit scalaire, mais phi de xy plus phi de x', y. Une fois que j'aurais démontré que phi est un produit scalaire, je pourrais dire que phi de xy c'est le produit scalaire entre x et y, mais pour l'instant, je n'ai pas encore démontré que c'est un produit scalaire, donc je ne peux pas dire le produit scalaire, mais j'espère que c'est le produit scalaire. Puisque j'espère démontrer que ça, c'est un produit scalaire sur Rn. Et donc là, j'ai démontré la linéarité à droite. Sur la, à gauche. La linéarité par rapport à la première variable. Donc là, alors, je peux écrire que c'est la linéarité à gauche. Alors, il faudrait que je démontre la linéarité à droite. Seulement, si j'ai un produit scalaire, rho d, phi de xy doit être égal à phi de yx. Ça veut dire qu'en fait, si j'ai une propriété à gauche, comme je peux intervertir l'ordre des variables, ben, j'aurai aussi la même propriété à droite, quitte à appliquer la symétrie. Donc au lieu de vérifier, de faire la même chose pour appliquer la linéarité à droite, parce que ça m'a l'air un petit peu, j'ai pas envie de tout refaire, et ben, je vais d'abord vérifier la symétrie. Une fois que j'aurai vérifié la symétrie, je pourrais dire, bah, étant donné que j'ai un truc qui est linéaire à gauche, donc j'ai démontré que cette propriété-là était vraie, je pourrais dire que celle-là aussi, elle est aussi vraie, parce que là, vous voyez, le y qui est à droite, quitte à utiliser la symétrie, je peux aussi dire qu'il est à gauche. Et à gauche, je sais que c'est linéaire. Donc ce que je vais plutôt, c'est me concentrer sur la symétrie. Alors la symétrie, en plus, ça va être assez facile, parce que je sais que phi de xy, phi de xy, je sais par définition que c'est la somme de i égale 1 à n de xi, yi, mais je peux aussi calculer phi de yx dans l'autre sens pour voir si c'est égal. Et si je calcule phi de yx, eh bien je peux dire que c'est la somme de i égale 1 à n, bah, du coup cette fois-ci de yi fois xi, mais yi et xi sont des nombres, donc faire xi fois yi ou faire yi fois xi, c'est la même chose, le produit entre deux nombres réels est commutatif, l'ordre je peux le changer comme je veux, 3 fois 5 égale 5 fois 3. Cette propriété est fausse pour les matrices, mais ici xi et yi sont les coordonnées de x, c'est la ième coordonnée de x, et donc sont des réels, et donc l'ordre ne m'importe pas, ils sont des réels. Donc ça, phi de yx, ben en fait c'est phi de xy. Et donc ça me prouve que mon phi, il est bien symétrique. Alors pour démontrer que c'est symétrique, évidemment, je dois démontrer que c'est vrai pour tout vecteur x et pour tout vecteur y. Bah, ici, comme je les ai pris quelconques, évidemment, du coup c'est bon. Donc ça, c'est la symétrie. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la linéarité à gauche et la symétrie, finalement, me donnent la linéarité à droite. C'est-à-dire sur la deuxième variable. Et donc, la linéarité à gauche et la linéarité à droite, c'est exactement ce que j'ai appelé la bilinéarité. C'est linéaire deux fois. Une fois à gauche, une fois à droite. Donc la bilinéarité. Donc j'ai démontré la symétrie et la bilinéarité. Donc sur les quatre propriétés, là, j'en ai déjà démontré deux. Maintenant, je vais démontrer la positivité. Donc démontrer la positivité, ça revient à démontrer que phi de xx est positif. Donc je ne sais pas comment démontrer que phi de xx est positif. Première étape, bah, je vais calculer phi de xx et puis on verra bien ce qui se passe. Donc je calcule phi de xx, et bien ça revient à prendre x égale y. Donc dans cette somme-là, j'aurai la somme de i égale 1 à n, et bien du coup j'aurai xi fois xi. Et xi fois xi, bah, je peux l'appeler que c'est xi au carré. Mais ici, comme je suis dans Rn, et ben xi c'est un réel, et un réel au carré, ça a toujours été positif. Ici, c'est d'ailleurs bien un intérêt de ne pas prendre des xi complexes. Si on avait pris des xi complexes, on aurait été embêté, ça aurait pu être négatif, et ça serait tombé à l'eau. Mais ici, on a un nombre réel au carré, et vous savez que c'est positif. Et une somme de nombres positifs, je vous apprends rien si je dis que c'est positif. Voilà. Et donc ça démontre la positivité de phi
quand je prends un vecteur, virgule lui-même, ça me donne quelque chose de positif. Enfin, dernière propriété que je dois démontrer, c'est ce qu'on appelle la phi est définie. C'est-à-dire, est-ce que je dois démontrer l'implication phi de xx égale 0 doit impliquer que x égale le vecteur nul. Alors, pour ça, c'est une implication. Alors, ça commence pour tout x appartenant de E. Donc, évidemment, je me suis fixé un x dans E. Et donc, je dois démontrer cette implication-là pour ce x-là. Comment je démontre une implication? En supposant le résultat de départ vrai. Donc, je suppose phi de xx vrai. Donc, supposons phi de xx égale à 0. Bon, a priori, je ne sais pas comment faire, mais du coup, je vais réécrire ce que vaut phi de xx. Et donc, ça vaut la somme de 1 égale à n de xi au carré. Et ça, c'est égal à 0. Donc ici, j'ai une somme de termes qui vaut 0. Et en plus, tous ces termes-là sont positifs. Donc, nécessairement, tous les xi au carré, tous ces nombres-là doivent être nuls. Parce que si vous avez une somme de réels positifs qui vaut 0, tous ici sont nuls. Alors si vous avez un doute là-dessus, faites par l'absurde. Supposez qu'il y en ait un qui soit non nul, alors que son carré sera strictement positif. Et puis quand vous rajouterez à ce carré qui est strictement positif tous les autres qui sont positifs, vous aurez quelque chose de strictement positif. Or, justement, je suppose que c'est égal à 0, donc c'est pas possible. Donc tous les xi doivent être nuls par l'absurde. Attention, hein, si c'est pas positif, c'est pas vrai. Hein. Par exemple, on peut faire 3 plus 5 moins 8, ça vaut bien 0, sans que 3, 5 et moins 8 vaillent 0. Mais s'ils sont tous positifs, je peux en conclure qu'ils sont tous nuls. Donc ça, je peux l'écrire pour tout i appartenant entre 1 et n, xi égale 0. Bon, mais du coup, x, je vous rappelle que c'était le vecteur x1 jusqu'à xn. Et du coup, s'ils sont tous nuls, ici, j'ai 0,0,0. Mais ça, c'est un vecteur que je connais bien. C'est bien le vecteur nul de Rn. Le vecteur nul de Rn, je vous rappelle, c'est le vecteur dont toutes les coordonnées sont nulles. Et donc là, j'ai bien démontré le caractère défini. Et donc, j'ai bien démontré que phi est un produit scalaire sur Rn. Alors, je dis 1 parce qu'a priori, peut-être qu'il y en aurait d'autres. Il n'y a pas une liste du produit scalaire, mais en tout cas, j'ai démontré que phi respectait les 4 propriétés. Donc c'est un produit scalaire et un, alors j'ai abrégé produit scalaire en PS, produit scalaire sur Rn. Il y en a d'autres, on en verra d'autres en exercice. Mais ce produit scalaire-là, il est tellement. C'est un produit scalaire star, si vous voulez. C'est le même que vous utilisez en physique et en SI. Et donc, puisque en gros, c'est un produit scalaire qui est un peu star, voilà, on dit que c'est le produit scalaire usuel. Parce que c'est vraiment ce que vous allez utiliser de plus dans la vie courante. Ne dites pas, quand on verra un autre produit scalaire en exercice, ne dites pas à votre professeur de physique ou de SI, ah bah non, le prof de maths il m'a dit que je pouvais aussi prendre ça comme produit scalaire, donc j'ai fait tout votre DS avec cet autre produit scalaire parce que vous allez perdre les points. Le physicien et l'ingénieur, ils sont mis d'accord pour utiliser un seul produit scalaire, et c'est celui-là qu'ils utiliseront tout le temps. Le mathématicien, lui, il veut généraliser, il veut comprendre des choses, et donc il peut changer de produit scalaire. Et donc, on peut en étudier d'autres en mathématiques, mais évidemment, en physique et en SI, vous restez avec le produit scalaire usuel, vous n'allez pas en inventer un autre. Voilà. Et donc là, on a fait du coup le premier exemple de produit scalaire. Alors, on va en faire un deuxième pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, je vais effacer et je vais passer au deuxième. Donc là, c'était un produit scalaire, donc visuel sur Rn. Je vais en donner un autre, mais sur un autre espace vectoriel. Donc ici, au départ, là, j'avais E égale Rn dans le premier. Et puis maintenant, je vais prendre un deuxième, donc je vais prendre un autre espace vectoriel pour avoir un autre produit scalaire, pour avoir un autre exemple. Donc c'est le produit scalaire qui est sur l'ensemble des fonctions continues entre A et B dans R. Et donc je vais définir phi de fg, donc quand f et g sont deux fonctions dans E, eh bien, je peux les multiplier, f et g, et je peux intégrer entre A et B. C'est assez similaire au précédent, il y a à chaque fois un produit et une somme. Une intégrale, on peut se rappeler que c'est une somme, en gros infinie, c'est une somme continue, alors que ça c'est une somme discrète, mais c'est la même idée, on fait un produit, et puis après on somme. C'est pas très mathématique, mais en gros c'est juste pour dire que c'est à peu près la même idée, c'est comme ça qu'on va définir le produit scalaire. Donc évidemment ça je le définis du coup pour f et g qui sont dans E, avec E qui est l'ensemble des fonctions continues sur le segment AB, et puis je vais voir si c'est encore un produit scalaire. Donc, comme j'ai vu tout à l'heure qu'il faut que je commence, pour démontrer la binarité, il faut que je montre la binarité à gauche et à droite, ou à droite si j'utilise la symétrie. Donc je vais d'abord peut-être démontrer la symétrie. Et bien la symétrie, normalement ça va, phi de fg, en fait c'est l'intégrale entre a et b, du coup, de f de x fois g de x. Alors parfois je mets des x, parfois je mets une variable d'intégration, parfois j'en mets pas, je vous rappelle que c'est la même chose. Par convention, ça et ça c'est la même chose. Mais ici, vous voyez, f de x et g de x sont des réels. Et en tant que réels, quand je fais leur produit,
eh bien leur sens, leur ordre dans la multiplication n'a pas de sens. Donc là, je peux dire que c'est l'intégrale entre a et b de g de x fois f de x dx. Et ça, ben, du coup, c'est l'intégrale entre phi de g et f. Donc ça, vous voyez, ça démontre la symétrie. Normalement, la symétrie, c'est quand même quelque chose d'assez facile à vérifier normalement. Donc la symétrie, et du coup maintenant avec la symétrie, bah, je vais juste regarder la linéarité à gauche. Et du coup, comme c'est symétrique, bah, du coup, j'aurai la linéarité à droite. Donc pour regarder la linéarité à gauche, et bah, je vais me donner une autre fonction que f, donc je', f. Alors je peux l'appeler f', mais j'ai peur qu'après on confonde avec la dérivée, donc je vais plutôt l'appeler f tilde. Je peux l'appeler aussi h, je peux l'appeler comme je veux. Donc je prends en plus f tilde dans e, puis évidemment je prends un lambda dans r. Et donc du coup, bah, je vais regarder phi de lambda f plus f tilde. Donc encore une fois, je regarde seulement sur la première variable. La deuxième variable, elle ne bouge pas, c'est g, puisque là je regarde la linéarité par rapport à la première variable. Et puis je vais essayer de calculer tout ça, et je vais voir si ça vaut lambda fois phi de fg plus phi de f tilde de g. Si c'est linéaire, ça doit me donner ça. Pour l'instant, je ne sais pas encore si c'est linéaire par rapport à la première variable. Je vais calculer, puis je verrai bien si ça marche. Donc quand j'applique la définition, je peux dire que c'est l'intégrale entre a et b de lambda f plus f tilde, donc ça c'est ma première fonction évaluée en x, fois g de x, dx. Et là, si je dois calculer ça, et bien, comme j'ai la somme de deux fonctions prises en x, je peux dire que c'est lambda fois f de x plus f tilde de x. Donc ça, je peux dire que c'est l'intégrale entre a et b de lambda f de x plus f tilde de x. Le tout fois g de x. Donc là, pour l'instant, j'ai juste développé, juste appliqué cette fonction-là prise en x. Alors, j'oublie pas mon dx. Et donc là, je peux redévelopper par g. Donc c'est l'intégrale entre a et b de lambda f de x et g de x plus, eh bien, f tilde g de x. Ah, je vais pas avoir cette place pour le dx. Dx. Et donc là, j'ai l'intégrale d'une somme de deux fonctions là, avec un lambda qui est constant, c'est pas une fonction, il ne dépend pas de x. Donc tout ça, je peux utiliser la linéarité de l'intégrale pour dire que c'est égal à lambda fois l'intégrale entre a et b de f de x dx, f de x g de x dx, plus l'intégrale entre a et b du deuxième morceau, f tilde de x, g de x, dx. Hop. Et là, comme par magie, eh bien, j'obtiens lambda fois phi de fg plus phi de f tilde et de g. Et donc j'ai démontré la linéarité à gauche, mais comme j'ai déjà démontré qu'elle était symétrique, eh bien, en fait, j'aurai la linéarité à droite, j'ai pas besoin de la démontrer parce que j'ai la symétrie. Et donc, du coup, je peux dire que c'est bien, que phi est bien binaire. Propriété suivante, je dois vérifier la positivité, donc je dois vérifier si est-ce que phi avec un vecteur et lui-même est positif. Donc, a priori, j'en sais rien, mais du coup, je vais calculer phi d'un vecteur avec lui-même. Donc ici, mon vecteur, je vais prendre f par exemple, donc je vais calculer phi de ff. Et ça, par définition de ce que j'ai appelé de phi, c'est f de x fois f de x, donc c'est f de x au carré dx. Et là, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'encore une fois, f de x est positif. Et si j'intègre une fonction positive entre a et b, et j'ai pris soin de vérifier, de bien préciser que je prenais a strictement plus petit que b, et donc ça, le cours sur l'intégrale me dit que par positivité de l'intégrale, qui est positif. Et donc j'ai la positivité de l'intégrale. Petit bug. Donc j'ai la positivité de cette intégrale-là. Donc là, vous voyez, j'utilise la positivité intégrale comme propriété. Avant, j'utilisais la linéarité d'intégrale. Donc là, j'ai bien démontré le caractère positif de phi. Dernière étape, il faut que je démontre la définition. Donc il faut que je démontre l'implication phi de ff égale 0 implique f égale 0. Donc pour ça, je vais commencer par supposer, parce que c'est une implication, je commence par supposer que ce qui est à gauche est vrai. Donc supposons phi de ff égale le nombre égal à 0. Bon, du coup, je vais calculer phi de ff. Je sais donc que c'est l'intégrale entre a et b de f de x au carré dx égale à 0. Donc là, j'ai une intégrale nulle, et j'aimerais démontrer que f égale 0. Est-ce que j'ai un théorème qui me dit que si l'intégrale d'une fonction égale 0, la fonction est nulle? Eh bien non, parce que vous savez que par exemple, l'intégrale entre 0 et 2pi de cosinus, x dx, si vous en prenez une primitive, et vous calculez en 2pi en 0, vous verrez que ça vaut 0. Donc c'est pas parce qu'une intégrale est nulle que la fonction est nulle,
Mais ici, on a peut-être des propriétés supplémentaires qui vont nous permettre de conclure. Et, ces propriétés supplémentaires, c'est de dire que f au carré de x, c'est positif. Donc si j'intègre une fonction positive, et en plus, la fonction que j'intègre, ici c'est la fonction f de x au carré, ici c'est la fonction f au carré, je sais qu'elle est continue. Pourquoi? Parce que f, elle est continue, et le produit d'une fonction continue avec une autre fonction qui est continue, en l'occurrence ici elle-même, est continue. Ça, c'est des propriétés qu'on avait vues sur la continuité sur les propriétés des fonctions continues. Donc ici, j'ai l'intégrale d'une fonction continue et positive qui vaut 0, et ça, le cours sur l'intégrale me dit que la seule façon que c'est possible quand j'ai ces trois propriétés, c'est me dire que f au carré est la fonction nulle. Donc ça me dit que f au carré, c'est égal à la fonction nulle de e. Voilà. Alors attention, si vous voulez appliquer ce théorème-là, précisez bien les trois hypothèses. Il faut une fonction positive, une fonction continue, en fait la même, et que cette fonction d'intégrale est nulle. Et ici, la fonction que j'ai en l'occurrence, c'est la fonction f carré. Bon, mais ça veut dire que pour tout x dans AB, eh bien f au carré de x égale à 0. Mais si f au carré de x égale à 0, bah forcément f de x doit valoir 0. Ça me dit que pour tout x appartenant à AB, f de x égale à 0. Et si une fonction f s'annule en tout point A et B, eh ben, ça veut dire que la fonction f elle est nulle sur le segment AB, et donc en fait c'est le vecteur nul de AB. C'est le vecteur nul. Parce que rappelez-vous, c'est quoi le vecteur nul quand je suis dans un espace, dans l'espace des fonctions continues, ou même si elles ne sont pas continues, le vecteur nul de E, c'est la fonction qui est nulle partout. Et donc ça prouve bien que, encore une fois, j'ai un produit scalaire ici, parce que là, maintenant, j'ai fini le caractère défini. Voilà, donc ça me fait le deuxième exemple. Alors, passons à la suite. Alors, on me dit troisième exemple. Donc si maintenant je prends des polynômes, donc après avoir travaillé sur Rn, les fonctions continues, je peux prendre les polynômes. Ben, les polynômes, pareil, je peux les décomposer. Donc je peux dire que je prends un polynôme P, je peux l'écrire comme la somme de i égale 0 à n des aixi. Puis je prends un polynôme Q, ben, je peux aussi dire que c'est la somme de i égale 0 à m de bx epsilon c. Alors a priori, P et Q n'ont pas forcément le même degré, donc a priori le n et le m c'est pas forcément le même. Alors je peux toujours, si n est plus petit que m, je peux toujours rajouter des ai qui sont nuls pour avoir le même indice final. Et puis si c'est pas le même indice final, je m'arrête au minimum. Mais c'est pareil, à chaque fois je vais faire le produit des coefficients du im coefficient de P avec le im coefficient de Q. Donc je vais en faire ce produit là et je vais sommer tout ça. Et du coup, ça va me donner un produit scalaire. Alors je ne vais peut-être pas le détailler, c'est quand même assez similaire à ces deux propriétés-là. Ce qui est un petit peu embêtant quand on veut démontrer que lui, il est bien un produit scalaire à la main, c'est que les indices ne s'arrêtent pas toujours au même indice. Donc le plus simple pour ça, c'est par exemple de supposer qu'à chaque fois, on prend que si je prends deux polynômes, P et Q, quitte à rajouter des i égale 0, je peux supposer qu'ils s'arrêtent au même indice. Ça va peut-être simplifier les choses. Et du coup, ça va vous donner une preuve qui va être très similaire au premier point. Donc, je ne le fais peut-être pas en détail, mais vous pouvez vous y entraîner si vous voulez. Mais vous allez voir que c'est les mêmes outils que l'on va utiliser à chaque fois. Modulo, cette histoire que n et m, en fait, c'est pas forcément les mêmes. Parce que vous voyez, si an est non nul, p est de degré n, mais il n'y a aucune raison pour que q soit de degré aussi n. Q peut être de degré beaucoup plus grand, beaucoup plus petit. Il peut même être de degré moins l'infini. Voilà. Donc c'est pas forcément n et m, sont pas forcément le degré, mais en tout cas, si j'ai plusieurs polynômes, je peux toujours m'arranger pour prendre les mêmes indices. Mais en tout cas, ça me donne encore une fois un produit scalaire à chaque fois. Je fais le produit du im coefficient de P fois le im coefficient de Q, je fais tous les produits et je somme. Attention, je somme à 0, parce que des polynômes ils peuvent avoir un terme constant pour arriver au 0. Alors que tout à l'heure, quand je mettais en Rn, je partais à x1, x2, xn, donc ça c'est des petites subtilités, deux indices, mais ça part à 0. Et je vous laisse le vérifier en détail, toutes les propriétés marchent pareil. Un autre exemple, c'est MNP, donc ça c'est un MNP de R, donc si je prends cette fois-ci E égale l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes, lui aussi il va avoir un produit scalaire, et puis je vais appeler ce produit scalaire usuel. Donc je prends deux matrices, donc je prends A, une matrice A, I, J, donc I c'est l'indice de ligne, il varie du coup entre 1 et n, et J il varie entre 1 et p. Puis pareil, je peux prendre B, une autre matrice, B, I, J, c'est la somme sur I égale 1 à n, la somme de J égale 1 à p. Et puis je peux définir, pareil, un phi de AB. Et donc, comme souvent pour les produits scalaires usuels, je prends un des coefficients de la matrice A, donc je l'appelle A, I, J, et je le multiplie par le coefficient de la matrice B pour les mêmes indices, B, I, J.
Donc ça c'est comme tout à l'heure, et en fait après je somme sur tous les indices possibles. Donc je peux l'écrire comme une double somme si vous voulez, c'est la somme de I égale 1 à n, et je somme pour J entre 1 et P. Je peux l'écrire comme ça. Donc je somme pour I, pour tous les indices possibles de ligne, entre 1 entre 1 et n, et pour tous les indices de colonne possibles entre 1 et P. Et ça me donne encore une fois un réel. Et je ne vais pas le faire en détail, mais on pourrait démontrer encore une fois la binarité, la symétrie, la positivité et la définition positive, exactement de la même façon que tout à l'heure. C'est juste qu'au lieu d'avoir une somme, en fait, on a une double somme. Et si on n'a pas envie de l'écrire comme une double somme à chaque fois, on peut l'écrire comme une somme avec les deux indices en dessous, ce qui vous permettra, si vous le faites en détail, je ne vais peut-être pas le faire en détail parce que c'est exactement très similaire à ça, de démontrer toutes les propriétés pour vérifier que phi est un produit scalaire. Seulement cette fois-ci, phi va être un produit scalaire sur un espace vectoriel un peu plus compliqué, l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes. Alors un truc que vous n'êtes pas obligé d'apprendre cette année mais qu'on reverra l'année prochaine, c'est que cette somme-là, cette double somme, on peut l'avoir comme la trace de la matrice AB fois transposée. Donc je vous rappelle que la trace, c'est la somme des coefficients diagonaux. Donc si vous prenez la matrice A et que vous la multipliez par la transposée de B, ça vous donne une certaine matrice. Et quand vous sommez tous ces coefficients diagonaux, ça vous donne cette somme-là. Et donc parfois, c'est agréable de voir cette somme-là comme une trace. Alors la trace, c'est pas quelque chose qui est au programme de sup, c'est quelque chose qui est au programme de sp. Donc je l'ai mis là quand même pour que vous soyez similaire. C'est quelque chose qu'on avait vu en exercice et qui l'année prochaine sera en cours. Voilà. Donc ça peut parfois être utile. Ça sera utile parfois l'année prochaine. Alors enfin, dernier petit exemple, mais c'est pas un exemple qui est très important, mais c'est juste une illustration, mais si je travaille dans C, je peux aussi définir un produit scalaire. Donc je vous l'ai dit, le produit scalaire doit toujours être un réel. Mais rien ne m'empêche de prendre E égale C, parce que je sais que C, l'ensemble des nombres complexes, c'est un R espace vectoriel. C'est même un R espace vectoriel de dimension 2, puisque 1 I sont la base de C. Et si je prends deux complexes, Z et Z', je peux fabriquer un produit scalaire en faisant Z fois Z' bar et en prenant la partie réelle. Donc c'est toujours pareil, il y a une histoire de produit toujours là-dedans. Mais comme je ne veux pas qu'un produit scalaire soit un complexe, ici j'en prends la partie réelle. Ainsi, ceci est un réel. Et je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas non plus le produit scalaire le plus important. Vraiment, les quatre plus importants, c'est ceux-là. Mais on peut vérifier aussi que c'est bien quelque chose de bilinéaire, de symétrique, de positif et de défini. Et donc c'est bien un produit scalaire sur C. Voilà. C'est juste pour avoir un petit exemple qui est un peu moins utile. Mais ça permet aussi de dire que même C, je peux le munir d'un produit scalaire. Voilà. Et donc, voilà ces exemples. Donc ça, c'est vraiment, les quatre premiers sont vraiment des exemples importants. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que c'est des produits scalaires usuels, parce que c'est vraiment les produits scalaires les plus importants. Enfin, que vous allez souvent rencontrer si vous êtes dans Rn, ou dans des fonctions continues, ou dans les polynômes, ou dans les matrices. Il y a d'autres produits scalaires qu'on peut définir sur chacun de ces espaces-là, mais si vous voulez, ceux-là, c'est un peu les stars. Il peut y en avoir d'autres, on en verra en exercice, mais déjà, c'est pour avoir des premiers exemples de produits scalaires. Voilà, du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo et du coup je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur des premières propriétés des produits scalaires.